Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diaspora FM, bienvenue sur Eden Télévision. L'émission, vous la connaissez, c'est l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question spécifique. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Ainsi en était-il il y a 20 ans exactement du système de réforme territoriale. Je veux parler notamment de la décentralisation. 20 ans après, où en sommes-nous? Quelles sont les réformes structurelles qui ont été apportées à cette réforme? Je le dis comme ça. Quelle perspective pour la décentralisation au Bénin? Est-ce que les communes arrivent à vivre réellement de leurs différentes ressources? Quelle impulsion le pouvoir central arrive à mettre au niveau des communes pour que le développement soit réel? Quelques questions que nous poserons à notre expert. Il est expert en communication et en gouvernance. On ne le présente plus pour ceux qui le connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit bien évidemment de Franck Kineva. Monsieur Kineva, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de vos chaînes que je suis avec beaucoup de plaisir. D'accord, merci de nous accorder ces quelques minutes d'entretien avec vous sur le sujet de la décentralisation. Nous sommes maintenant 20 ans après, mais avant d'aller dans les détails, monsieur Kineva, nous allons faire quelques clarifications conceptuelles. C'est quoi la décentralisation? La décentralisation, c'est l'opposé de la centralisation, bien évidemment. Donc, c'est une réforme de l'administration territoriale. Donc, lorsqu'on parle de l'administration territoriale, on parle de l'administration d'État et de l'administration des collectivités territoriales. Donc, l'État décide de créer des collectivités territoriales, donc des délimitations de son territoire, dotées de la personnalité juridique. Donc, ces collectivités territoriales ont une identité juridique et peuvent agir en dehors de l'État. Ensuite, il y a des compétences propres. L'État leur transfère des domaines de compétences que ces collectivités territoriales exercent et ces collectivités territoriales doivent avoir un budget propre, donc l'autonomie financière. Et enfin, l'élément le plus déterminant, c'est que ces collectivités territoriales doivent être administrées par des organes élus. Donc, il y a un certain nombre de critères pour parler de décentralisation. C'est l'élection des organes qui dirigent la commune, la région, le département, etc. Donc, il faut des élus qu'on appelle communément des élus locaux. Ensuite, il faut des domaines de compétences que l'État ne dispute pas avec les collectivités territoriales. Ensuite, il faut des ressources propres, donc l'autonomie financière, et il faut un territoire bien délimité à l'intérieur de l'État pour montrer que la décentralisation, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est une forme d'autonomie locale pour permettre aux communautés de participer activement au développement et à la démocratie sur le territoire. Alors, ce que nous faisons est un peu pédagogique, parce que même à l'école, quand on parle de décentralisation, on parle de déconcentration. Oui. Donc, nous allons voir un peu en opposition à la déconcentration. Que peut-on retenir concrètement? Alors, la déconcentration, c'est au niveau de l'État. L'État décide d'avoir des représentations à l'intérieur des territoires. Et donc, la déconcentration, c'est le même État qui prolonge sa représentation, sa présence à l'intérieur du pays à travers ce qu'on appelle des autorités déconcentrées. Alors, au niveau des collectivités territoriales, on a les éléments dont j'ai parlé tantôt, mais au niveau des services déconcentrés, on parle de circonscription administrative. Donc, à l'opposé des collectivités territoriales, il n'y a pas d'élection, donc il y a nomination. Ensuite, il y a un territoire, mais il n'y a pas de compétences propres. Vous prenez le préfet du département, il représente l'ensemble du gouvernement et chaque ministre. Donc, il coordonne l'activité des services déconcentrés, les directions départementales et autres. Il est un subordonné du gouvernement, c'est-à-dire plus directement du ministre chargé de l'administration territoriale. Le ministre de la décentralisation. Le ministre de la décentralisation. Donc, c'est deux systèmes qui ont besoin d'être déployés au même moment. Parce que, en même temps que l'État donne
des compétences, des ressources et une autonomie aux collectivités territoriales, il faut que l'État soit là pour les accompagner, pour assurer le développement équilibré et harmonieux du territoire et veiller à ce que les lois de la République soient respectées au niveau des collectivités territoriales. C'est pour ça que au niveau des communes, des collectivités territoriales, on a une autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet, qui joue 2 rôles, en disant 3 rôles. Il fait l'assistance conseil, il fait le contrôle de légalité et il veille au respect de l'intérêt général. Donc, si il y a une décision d'une commune qui n'est pas conforme à l'intérêt général, à l'intérêt de la commune, le préfet intervient pour ramener les autorités à la raison. S'il y a une décision qui est contraire aux textes de la République, le préfet, par le mécanisme de ce qu'on appelle le déféré préfectoral, envoie cette décision au juge administratif, lui indiquant qu'il y a un certain nombre de griefs contre cette décision et qu'il faut l'annuler. Voilà. Donc, les deux travaillent ensemble, mais avec des missions différentes. Donc, M. Kilemo, pour être factuel, la décentralisation, c'est le maire. C'est le maire. La déconcentration, c'est le préfet. Et la déconcentration, c'est le préfet. Le Bénin est l'un des rares pays au monde où il y a un seul niveau de décentralisation, la commune, un seul niveau de déconcentration, la préfecture, le département. Dans les autres pays, même à Togo, en Côte d'Ivoire et autres, ils ont plusieurs niveaux qui se superposent. Mais nous, on a fait un choix de simplicité, de lisibilité. Peut-être dans cet entretien, on peut revenir là-dessus parce que je pense que aujourd'hui, il est difficile à un certain nombre de maires d'administrer leur commune à cause de leur taille et de leur population. D'accord. Alors, il y a 20 ans exactement, notre pays, le Bénin, a fait le choix de la décentralisation. Pourquoi est-ce que le Bénin a-t-il senti la nécessité d'aller à la décentralisation? Alors, ce choix-là a été opéré par la conférence nationale. Dans le rapport général lu par l'éminent professeur Albert Théroïdret, il y a cette recommandation-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, après avoir fait le bilan, pas au Bénin seulement, dans tous les pays africains, on s'est rendu compte que depuis le siège du gouvernement, il est quasiment impossible de prendre des décisions et d'aller les implémenter dans l'intérieur du pays, un peu partout. Parce que justement, la centralisation a fait que quelques villes capitales en Afrique se sont développées. Et on parle, même en France, on parle de Paris et le désert français. Il y a un ouvrage comme ça qui montre que quand il n'y a pas de décentralisation, le pouvoir central met beaucoup d'investissements dans la ville, capitale, la ville principale. Oui. Ici, c'était Cotonou. Mais dans notre cas même, Cotonou n'a pas bénéficié. En ce moment où le diagnostic était fait en 90, Cotonou n'a pas bénéficié des investissements que les autres villes en Afrique avaient eu pour se développer. Donc, il y a ce premier problème de centralisation. Et aussi, il n'est pas possible de développer un territoire sans les acteurs, sans ce que nous appelons ici les forces vives de ces territoires-là, sans les citoyens, sans le secteur privé, sans la chefferie traditionnelle, sans, disons, les organisations de la société civile. Tous ces acteurs de cette communauté doivent être associés. C'est à eux de définir leur vision de développement à l'intérieur de la République. Mais pas contre la République, mais en harmonie avec les orientations nationales. Donc, il y a ce deuxième élément qu'on ne peut jamais faire le développement d'un territoire sans les acteurs de ce territoire. Le troisième élément, c'est que à l'intérieur même de la décentralisation, lorsque nous mettons le pouvoir local en place, ça favorise, disons, l'apprentissage de la démocratie. Parce que à l'intérieur d'un quartier, d'un village, les gens se connaissent. Il y a moins de coups bas, donc on peut s'asseoir et discuter des problèmes de ce territoire-là, sans intrigue, sans vraiment... Il y a pas de coups bas? Non. Parce que c'est à chaque niveau, peut-être qu'à ce niveau-là même... Dans tous les cas, lorsqu'on est au niveau local même,
l'unité de base Ouais. au Bénin, l'unité administrative de base au Bénin, c'est le quartier de ville et les villages. Donc, à ce niveau-là, les gens sont plus sincères. Les gens arrivent à se comprendre sur le minimum. Parce que la question de la démocratie, il y a pas, en matière de démocratie, il n'y a pas de génération spontanée. Il faut avoir fait l'apprentissage de la démocratie à un niveau inférieur pour exceller à un niveau supérieur. Donc, ces éléments-là ont montré que la manière dont le développement était impulsé en Afrique en général, au Bénin en particulier, c'était trop lourd. Vous imaginez que un ministère basé à Porto-Novo recrute un entrepreneur pour fabriquer des bancs, des tables, de mobilier pour une école à Segbana, par exemple. Ne serait-ce que le transport de ce matériel de Porto-Novo à Segbana, on aurait endommagé une bonne partie et le coût de revient. Or, ici, dans un système de décentralisation, on décentralise les ressources de l'État parce qu'il y a, on le verra tout à l'heure, un transfert de l'État vers les 77 communes pour permettre à une économie locale d'émerger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commune devient un commandeur public qui crée un effet d'entraînement en utilisant les entrepreneurs locaux. Les cantines scolaires, par exemple. En France, il est fait obligation d'acheter chez les producteurs de la commune, du département ou de la région. Eux, ils ont plusieurs niveaux là-bas. Donc, en faisant cela, vous amenez ceux qui payent les impôts dans la commune à avoir l'opportunité de participer à la commande publique. Oui, mais M. Kinevor, vous savez que des gens sont à Cotonou qui prennent des marchés dans les communes à Tchoubi-Tchoubi, à Waki, que sais-je encore. C'est pas vraiment respecté. C'est parce que le système n'est pas bien développé. Sinon, lorsque vous mettez en place le dispositif qu'on appelle par exemple le budget participatif, ça veut dire que les communautés participent aux appels d'offres. Ça veut dire que les communautés suivent l'exécution des chantiers. Ça veut dire que les communautés valident d'abord avant que la mairie ne paye. Et donc, ça permet l'émergence d'une économie locale parce qu'il n'y aura jamais d'économie locale sans un secteur privé qui se développe. Parce que c'est le secteur privé qui consomme, qui recrute, qui paye des salaires et qui permet à des citoyens de s'épanouir. C'est vrai qu'il y a un autre volet non monétaire du développement qui est lié aux services sociaux de base, qui relève de la commune et de l'État. Parce que si nous sommes dans une commune éloignée et que rien n'est fait pour rendre attrayant ce territoire, les gens vont partir. Les gens vont migrer vers les communes où il y a de l'activité économique, il y a un minimum de services sociaux de base. Donc la décentralisation, normalement, si on avait travaillé de manière efficace, suivant les principes de la décentralisation, on devrait avoir ce que j'appelle un tableau de bord. Nous sommes à, je prends une commune par hasard, nous sommes à Tori, par exemple, qui n'est pas loin de Cotonou, mais où le niveau de services sociaux de base n'est pas aussi élevé qu'on peut le penser. Je prends une commune comme Tori, en 2003, quel était le mode opératoire de la décentralisation? C'était que, en élaborant le schéma directeur de l'aménagement de la commune, en élaborant le plan de développement de la commune, que les autorités locales puissent avoir un tableau de bord. En 2003, on est à tel niveau de service. La norme au niveau national, c'est tel niveau. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre cette norme nationale? Si c'est 2 médecins pour 50 000, 500 habitants par exemple, nous on est à 2 médecins pour 5 000 habitants. Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre cette norme-là? Donc il y a un travail de planification efficace au niveau de la commune. Au niveau de la commune. Et donc la commune fait son tableau de bord sur les services sociaux de base et travaille à mettre en place le gap
chaque année pour que si hier, il y avait 5 centres de santé dans la commune, alors qu'il en fallait 20, qu'on puisse passer de 5 à 6, 7, jusqu'à atteindre les 20, sachant bien que la démographie, la population augmente, donc il faudra actualiser. Mais c'est ce travail que nous n'avons pas pu faire depuis 2003, et c'est ce même problème qui se répercute, qui se retrouve aujourd'hui au niveau des 4e générations de plans de développement. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le problème de la qualité des hommes, le problème du Exactement. Des hommes, le problème de, je sais pas, de la compétence. Exactement. Vous savez, quand vous mettez en place une réforme comme celle de la décentralisation, l'État doit accompagner. Parce que le bien-être des communes, c'est le bien-être de l'État. Il ne faut jamais qu'il y ait de concurrence malsaine entre l'État et les collectivités territoriales. Autant l'État s'appuie sur les communes, autant les communes suivent le rythme de l'État dans une harmonie, dans un genre de symbiose qui fait que le territoire se développe. Mais quand on a fait la décentralisation en 2003, on n'a pas fait un état des lieux du personnel. Vous savez, qui étaient ceux qu'on a transférés aux communes? C'était les dames qui vendaient dans les maisons du peuple. C'était les militants du PFPB qui étaient au service des CD, des chefs-ci et autres, qui était le personnel. Qu'on a transféré. Ce personnel ne peut rien faire en sans renforcement de capacité. Donc, il faut un recrutement. On avait proposé en 2006 que l'État puisse créer un pont entre la fonction publique territoriale et la fonction publique nationale pour que le personnel qui est dans les communes et qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas utile et qui peut être utile à l'État, qu'on puisse leur permettre d'aller au niveau de l'État et que les communes puissent prendre le personnel qualifié, le profil dont elles ont besoin au niveau de l'État, parce que c'est le même pays. Non, mais vous voulez reverser à l'État les moins compétents? Prendre les plus compétents de l'État? Peut-être que l'État a besoin de chauffeurs. Il y a des communes où vous avez une quarantaine de chauffeurs. Mais il y a peut-être 10 véhicules à conduire. Mais ce personnel, ce surplus-là, on peut les envoyer dans les ministères qui ont besoin de conducteurs. Vous voyez, moi j'ai vu un secrétaire général la dernière fois au volant de la voiture qu'on lui a donnée. Mais si on fait ce transfert-là, l'État aura plus de chauffeurs et en retour, les communes auront une ressource humaine de meilleure qualité. Mais je crois que c'est ce que le gouvernement a fait en 2022. Par rapport à la réforme structurelle. On en parlera tout à l'heure. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est lorsqu'on voit tout votre développement, tout ce que vous avez dit jusque-là, est-ce que vraiment, honnêtement, 20 ans après, vous avez le sentiment que les conditions étaient réunies pour aller à cette aventure de la décentralisation? Bon, les conditions n'étaient pas réunies, mais il y avait un travail développé par la mission de décentralisation, la maison des collectivités territoriales, pour que les conditions soient réunies 2 ans, 3 ans après. Parce que la loi avait même mis une période transitoire de 3 ans. Et au cours de ces 3 ans, l'État devait mettre en place les ressources humaines, les ressources financières, pour que les communes puissent travailler, qu'on puisse évaluer pour voir si les communes n'étaient pas viables, on allait les fusionner. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a pas fonctionné parce que justement, le premier tort qui a été fait à la décentralisation, c'est que le personnel politique qui n'avait pas pu se faire caser au niveau de l'État, au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, tout ce personnel-là s'est jeté au niveau des communes pour devenir maire et conseiller. Et ils sont venus avec une politisation totale de l'administration. Et les maires étaient sous des chantages permanents où si
on doit faire une mission à l'étranger, par exemple, et que, objectivement, ces 2 personnes qui devaient voyager, on est capable d'obliger le maire à faire une délégation de 7-8 personnes, parce que s'il ne le faisait pas, on allait signer une motion de destitution. Donc, les nominations, vous voyez, quand on politise une administration, cette administration est toujours contre-performante. Si on doit recruter et que c'est un ministre de la commune qui impose un cousin qui n'a pas le profil et que le maire a les pieds et les mains liés, vous savez, c'est pour ça qu'en 2015, le gouvernement avait décidé de prendre une loi pour que les maires ne nomment plus à eux seuls aux emplois communaux, mais qu'il y ait une commission départementale qui mette en œuvre le processus. Parce que les recrutements étaient fantaisistes. C'est les cousins, c'est les partisans. On pense qu'on reproche à l'État central. Oui, c'est ça. Parce c'est que revenu au niveau... les vrais acteurs du développement, les leaders qui se préoccupaient du développement de la commune avant la décentralisation, on n'a pas pu les caser. On n'a pas pu leur laisser l'opportunité de travailler pour la commune. Donc, on a déployé un personnel politique qui n'était pas casé au niveau national et donc qui avait pollué l'administration communale, et il y avait une politisation à outrance. Et quand il y a une politisation de l'administration à cette ampleur-là, il y a la malgouvernance, il y a la mauvaise gestion, il y a le recrutement fantaisiste. Donc, tout ça a fait que les communes n'ont pas respiré pour embrasser le vrai développement local. Et donc, c'était important que le gouvernement, qui est le maître d'œuvre de cette réforme, change les tests. Change les tests et corrige les imperfections qu'on a pu noter depuis 2003. Malheureusement, on a dû attendre 2021, 2022 pour que cela soit fait. Alors, puisque vous parlez de 2021-2022, on va y aller, Monsieur Franck Kinevo. Il y a eu une réforme structurelle de la décentralisation, parce que beaucoup ont pensé que la décentralisation a du plomb dans l'aile. C'est d'ailleurs ce qui a conduit le gouvernement du président Patrice Talon à cette réforme structurelle. Alors, quelle est votre lecture de ces problèmes qui ont miné la décentralisation? C'est vrai que vous avez commencé à en parler. Exactement. Là, on peut aller en profondeur. Vous savez, quand vous mettez en place, c'est comme dans votre structure, vous créez un département qui va s'occuper, par exemple, des productions. La première chose, c'est d'affecter des ressources humaines de qualité. Si dans un département de production, vous mettez des agents d'entretien, vous mettez, disons, des secrétaires, vous mettez des chauffeurs, des conducteurs de véhicules, vous n'aurez pas les résultats. C'est ce qu'on a fait pour les communes. Si vous mettez tout le personnel qu'il faut et que vous ne mettez pas les ressources financières, ils ont beau être de grands réalisateurs, de grands cadreurs, de grands preneurs de son, ils ne pourront pas aller sur le terrain pour vous faire des productions. On a créé les communes, on n'a pas mis les ressources humaines qu'il faut, on n'a pas mis les ressources financières. Vous imaginez le travail de la Cour constitutionnelle a amené le législateur à indiquer dans les textes de loi, ne serait-ce que pour les compétences que la Constitution mettait déjà à la charge de l'État, de préciser que les ressources seront transférées aux collectivités territoriales. Mais les ressources n'ont pas été transférées. Toutes les ressources n'ont pas été, quelques-unes l'ont été. Quelques-unes. Mais c'est véritablement en 2009 qu'avec la création du Fonds d'appui au développement des communes, le FADEC, que les communes vont commencer par recevoir des ressources. FADEC géré comme on sait aussi, monsieur Finaro. Mais ce fameux rapport de l'Assemblée nationale avait beaucoup d'amalgame. Il y avait des problèmes. On ne peut pas nier que ces ressources étaient mal gérées, mais ce n'était pas à ce niveau, à cette ampleur que les députés avaient dénoncé. Je pense que
les ressources qui ont été envoyées ont permis aux communes d'avoir des hôtels de ville propres, de commencer par investir dans la construction des salles de classe, surtout FADEC enseignement primaire a été vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Ouais. Et aujourd'hui, mais tous ces investissements, tous ces transferts de l'État, vous voyez, n'atteignent pas 5% des recettes budgétaires de l'État. Alors que au niveau du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, il est recommandé un transfert de 20%. Vous voyez, donc les ressources qui venaient dans les communes étaient insignifiantes par rapport aux compétences qu'on a mis à leur charge. Donc, à partir de ce moment, je pense que malgré la mauvaise gestion qu'on dénonçait, il y avait depuis la mandature de 2015, je crois, il y avait une prise de conscience au niveau des communes. Pourquoi? Parce que l'État avait renforcé les audits, les rapports d'audit. La Commission nationale des finances locales publiait ces rapports-là sur son site et tout le monde était au courant. Donc, il y avait un classement. Il y avait eu des actions quand même qui ont permis d'améliorer la gouvernance locale. Mais ce n'était pas encore à un niveau satisfaisant. Comment on peut justifier, je ne sais pas, le fait que l'État ne transfère pas jusqu'à 20% des compétences? Est-ce que l'État craint de rendre les communes fortes? Oui, il y a toujours cette inquiétude, consciente ou inconsciente. Mais le vrai problème, à mon avis, c'est les mécanismes de transfert. Les mécanismes de transfert, parce que quand l'État fait son budget, on voit peut-être 40 milliards aux communes, 40 milliards pour un pays qui a déjà dépassé les 2000 milliards de budget. C'est faible, c'est rien. Il y a des ministères qui ont 2 fois, 3 fois ce que les 77 communes dépensent, y compris transfert de l'État. Vous voyez, les derniers chiffres que j'ai, c'est moins de 80 milliards. Pour toutes les 77 communes dépensent par an. Et donc, 40 milliards à peu près de l'État. Je trouve que c'est faible parce que on est face à des enjeux de développement. Mais au-delà du mécanisme, c'est donc une question de volonté. Il y a une volonté politique. Mais donc la crainte, c'est de transférer. D'une concurrence, d'une émergence des autorités locales. Oui. Mais cette crainte aujourd'hui, on peut la relativiser parce que il y a aujourd'hui les secrétaires exécutifs qui sont, comme le nom l'indique, c'est eux qui mettent en œuvre les actions. Puisque vous en parlez, M. Kinevor, les secrétaires exécutifs n'avaient pas été prévus par la loi. Oui. Comment avez-vous accueilli cette réforme structurelle qui est une réforme de fond? Bon, ce que le gouvernement a fait et qui a calmé tout le monde, c'est que premièrement, il y a eu une loi, le Code de l'administration territoriale, qui a été un projet, qui a été élaboré, qui a été transmis à l'Assemblée nationale. Et avant de promulguer ce code-là, le chef de l'État a demandé que la Cour constitutionnelle se prononce là-dessus. Je suis sûr que si la Cour constitutionnelle n'avait pas validé ce code-là, il y aurait eu beaucoup de polémiques parce que c'est une réforme très audacieuse. C'est une réforme qui a séparé les fonctions politiques des fonctions techniques et administratives. C'est une réforme qui véritablement met l'accent sur les services sociaux de base dont je parlais tantôt. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous allez dans les communes, c'est comme un exécutif bicaméral. C'est comme si on est dans un régime semi-présidentiel où, à la tête de l'exécutif, il y a le président de la République et le Premier ministre. Et ce n'était pas l'esprit de la décentralisation, M. Kinevor. Vous savez, partout où on parle de décentralisation, les regards sont tournés vers les maires et les élus. C'est eux qui font la loi dans les collectivités territoriales. L'expérience que le Bénin mène
Je pense que c'est une expérience transitoire. Il n'y a pas beaucoup de pays. Pourquoi vous parlez de transitoire? Oui, Ça peut être définitif, ça peut être déjà on peut légiférer sur la question et instituer ça. non, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une loi qui organise ça. Mais je dis que c'est transitoire parce que chaque fois, les maires vont faire campagne pour se faire élire et ils vont revenir dans une commune où il n'y a pas un équilibre, un partage équilibré des pouvoirs entre le maire et le secrétaire exécutif. Alors, je pense que fondamentalement, cette réforme, c'est pour ramener les bonnes pratiques de gestion au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire que des techniciens comme les secrétaires exécutifs, comme les directeurs techniques qui sont nommés avec les secrétaires exécutifs, ils vont, disons, faire un travail sur 5-10 ans pour montrer que les procédures, on doit les respecter dans les communes. Un maire ne va pas appeler quelqu'un pour dire « Viens prendre un marché » et c'est après qu'on va faire la procédure. Non, on désire celui qui a gagné à la fin de la procédure. Vous voyez? Donc, ils vont mettre en place un certain nombre d'outils de gestion. Ils vont mettre en place une procédure. Et moi, je pense qu'à un moment donné, tôt ou tard, on doit rééquilibrer. Vous voyez? Dans une commune où le maire n'a plus le pouvoir de nommer, je pense que le maire doit avoir le pouvoir de signer un certain nombre de documents, même si c'est le secrétariat exécutif qui prépare tout, qui organise tout. Donc, moi, je pense que la réforme, là, il faut la saluer. C'est une réforme qui va nous permettre de rattraper le temps perdu. Est-ce que vous y croyez vraiment? Non, j'y crois. J'y crois. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été déployés. Et cette réforme, je crois que c'est la réforme la plus coûteuse de l'État. Parce que chaque année, c'est plus de 20 milliards, 22 milliards. Vous imaginez, on paye les 77 maires, on paye les 158 adjoints au maire, on paye les 546 chefs d'arrondissement, on paye les 1000 et quelques conseillers, on paye les 77 secrétaires exécutifs, on paye les autres directeurs, plus de 500 cadres, mais c'est beaucoup. C'est un effort extraordinaire du gouvernement qu'il ne faut pas galvauder, pas du tout. Donc, moi, je crois que s'il y a cette réforme, cette ressource humaine en place, il est indéniable qu'on aura les résultats. Parce que c'est la ressource humaine qui avait fait défaut. Et non seulement le gouvernement a mis en place la ressource humaine, mais a limité le pouvoir des acteurs politiques. Oui, pas le maire seulement. Tous les acteurs politiques. La politisation de l'administration communale, je l'ai dit tantôt, était un problème. Et ce problème est réglé parce que aujourd'hui, ni de près, ni de loin, le maire n'a accès à l'argent, le nerf de la guerre. Mais quel intérêt y a-t-il aujourd'hui à être maire? Les maires, se regardent en chien de faïence, à la limite, ils se soupçonnent. Il y a beaucoup de... Quel intérêt? Il y a beaucoup de communes. Oui. Moi, j'ai commencé une enquête il y a 1 mois. J'ai pu observer qu'il y a beaucoup de communes où la collaboration se passe très bien. Il y en a aussi où... Le maire et les secrétaires exécutifs. C'est vrai que nous, les journalistes, on est plus focalisés sur ce qui ne va pas. Et c'est dans notre ADN. C'est pour corriger. C'est pour corriger. Je suis d'accord. Mais parfois, pour corriger, il faut mettre la lumière sur ce qui marche. C'est-à-dire, il y a des communes aujourd'hui... Ce qui marche, c'est un acquis. Après, on continue. Non, je pense que ce qui marche peut inspirer là où ça ne marche pas. D'accord. Et donc, il y a des communes aujourd'hui où le secrétaire exécutif travaille en bonne intelligence avec le maire, tout en lui montrant que lui, cadre, ne peut pas fonctionner comme un élu. Lui, cadre, fait les procédures. Et donc, je pense qu'il y a une dynamique qui se met en place et qui va permettre aux communes, si
on arrive à réussir la planification locale, si on arrive à avoir les outils de mise en œuvre de ce qui est planifié, et si on arrive à faire le suivi-évaluation, on aura les résultats dans nos communes. Mais ce qui, moi, me préoccupe, c'est la durabilité. C'est-à-dire, il faut que les secrétaires exécutifs et les maires, pour des questions de durabilité, trouvent des mécanismes de participation citoyenne renforcés. Vous savez, si vous construisez des... Il y a des marchés qui sont construits dans ce pays et une partie de la population refuse d'animer ces marchés-là simplement parce qu'il y a des pesanteurs historiques, sociologiques, qui font que telle ethnie ne veut pas aller animer un marché qui est sur le territoire d'une autre ethnie pour des raisons passées. Mais je pense que si le secrétaire exécutif et le maire travaillent en bonne intelligence et que les règles, puisque sans bonne gouvernance, on ne peut rien faire. On va gaspiller les ressources, les maigres ressources. Donc, si les deux travaillent ensemble et que les populations sont associées, on aura les résultats. On aura les résultats de manière durable. Parce que si les citoyens participent à la définition, à la mise en œuvre d'une politique, je pense qu'à partir de ce moment-là, ce qui est réalisé devient durable. Mais si nous restons dans un schéma où le secrétaire exécutif court après les résultats, parce qu'ils seront évalués tous les mois, ils déposent un rapport au conseil de supervision. S'ils courent après ça, on aura des résultats, mais qui ne seront pas durables, dans lesquels les citoyens ne vont pas se retrouver. Donc, il faudrait que les mécanismes, vous savez, de 2003 à aujourd'hui, on a misé sur l'information. L'information, c'est le premier niveau de la participation citoyenne. Celui qui n'a pas l'information n'a pas le pouvoir de décision. Donc, après l'information, il y a la concertation, il y a la collaboration, la codécision, et il y a aujourd'hui des mécanismes qui existent dans les communes du Bénin, parce que j'ai eu la chance de présider un jury de Social Watch sur le budget participatif, où c'est les communautés qui décident intégralement des projets à réaliser. Même si c'est un petit pourcentage du budget qu'on leur donne, c'est déjà un premier pas. Parce que si moi je participe pas au choix d'une politique publique, au choix d'un projet, ça veut dire que la mise en œuvre, la réalisation, l'entretien, je suis engagé. Ça m'interpelle. Donc, il y a ces mécanismes-là qu'il faut mettre en place, en plus d'une bonne planification, une bonne planification par les PDC de 50-100 milliards, alors que la capacité financière de la commune n'est même pas de 2 milliards. Donc, il faut faire un travail. Vous savez, les PDC doivent respecter 3... PDC, à savoir plan de développement communal. Et il faut 3, 4 conditions pour que ces PDC-là marchent. Premièrement, il faut planifier à la hauteur de ses capacités financières. Souvent, les gens vont bien au-delà. Ils vont au-delà et donc dans la mise en œuvre. Et ils ne savent pas là où il faut aller chercher des ressources additionnelles. Et ils sont trop ambitieux. Et dans la mise en œuvre, ils préfèrent les réalisations où il y aura des commissions, etc., etc. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement investit dans tout le pays. Le gouvernement fait des investissements, le gouvernement définit des priorités. Il faudrait que les communes non seulement s'inscrivent dans ces orientations du gouvernement, dans ces priorités du gouvernement, mais mettre des ressources pour que si le gouvernement fait cette route-là, que la commune puisse faire des voies pavées ou ouvrir des voies pour que l'investissement du gouvernement soit bien utilisé. Vous voyez, donc il y a, aujourd'hui le gouvernement travaille sur le numérique, le gouvernement travaille sur l'agriculture, sur un certain nombre de thématiques. Il faudrait que ces thématiques-là soient prises en compte au niveau des communes. L'autre élément, c'est qu'il y a une économie locale qu'on doit développer dans les communes pour soutenir les investissements.
pour que les citoyens puissent avoir de l'emploi. Je me rappelle, il y a des sondages qui ont montré que le premier souhait des Béninois, c'est l'emploi. Alors, au niveau local, il faudrait que chaque franc que la commune dépense, qu'il y ait, disons, une logique de création d'emplois, une logique de développement économique derrière ces ressources-là. Et donc, c'est la capacité de la commune à contribuer à l'émergence d'une économie locale. Donc, ces éléments-là, si vous avez ces éléments dans votre plan de développement communal, c'est sûr que, en plus de ce que j'ai dit sur les services sociaux de base, un tableau de bord, si vous menez les activités sur la base d'un plan comme ça, vous aurez les résultats. Il n'y a rien à faire. Donc, je pense véritablement que aujourd'hui, les communes sont quand même les privilégiés du gouvernement. Oui, mais si c'est le cas, monsieur Kinewa, soyons factuels. Hein. Oui. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que la plupart des élus, je dirais même aussi bien les maires que les élus, qui ont eu la possibilité de se faire élire à l'Assemblée nationale, sont tous partis à l'Assemblée? Ils ont tous préféré partir. S'ils étaient vraiment privilégiés, comme vous dites, le gouvernement, pourquoi abandonnerait-il les acteurs peuvent ne pas savoir. Mais moi, j'ai la chance de suivre la décentralisation au Bénin et ailleurs. Vous savez, lorsque le gouvernement met des ressources humaines de cette ampleur dans les communes, ce n'est pas fini. Il reste les cadres d'exécution et autres. Lorsque le gouvernement donne un statut aux élus, en payant, en fixant un salaire pour le maire, adjoint au maire, chef d'arrondissement, conseiller et chef de quartier et de village. Salaires, rémunérations qui sont régulièrement payées. Mais pas consistant selon Très certains. consistant. Selon certains. Vous savez, si on doit faire la comparaison entre ce que les gens gagnent dans l'administration publique et ce que les élus et les cadres gagnent dans les mairies, depuis 2022, il n'y a pas match. On peut dire que la réforme du gouvernement est venue peut-être calmer un peu réduire les maires. Ce que les grandes communes payaient déjà. Si vous prenez les 4 communes à statut particulier, je crois que à part les maires, les adjoints et les chefs d'arrondissement bavardent un peu parce que leurs revenus ont diminué un peu. Mais ce n'était pas des revenus formels. Aujourd'hui, c'est des revenus formels. On a acheté récemment 77 véhicules 4x4 à chacun des maires. Chacun des maires. Les secrétaires exécutifs ont commencé aussi à avoir leur véhicule. Donc, vous voyez, quand il y a cette attention du gouvernement et que au niveau du fonds d'investissement communal, qui est l'outil de financement des collectivités territoriales, on prévoit non seulement ce que le gouvernement faisait comme transfert par le passé, je sais que le gouvernement est allé jusqu'à 40 milliards, mais qu'on prévoit d'aller sur le marché financier pour mobiliser des ressources pour les communes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui bénéficie autant d'investissements du gouvernement. Et donc, il faudrait qu'au niveau des communes, on puisse travailler dans une logique de rentabiliser ces investissements-là. Pourquoi? Parce que la raison d'être d'une commune, c'est les services sociaux de base. Il faut que la route pour transporter les productions et ces pistes-là soient bien entretenues, que l'on ne fasse pas 2 kilomètres pour aller au centre de santé, pour aller à l'école, pour aller au CEG, etc. Et qu'aujourd'hui, le numérique, qu'on ait des centres d'accès du numérique et de l'Internet dans nos communes. Vous voyez, si vous allez en Allemagne, en Suisse, ces pays-là sont toujours stables, quelles que soient les crises qui arrivent au niveau mondial. Pourquoi? Parce que d'une ville à l'autre, vous avez pratiquement le même niveau de services sociaux de base. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, si le gouvernement
respecte ce qu'il a dit en matière de financement des collectivités territoriales, les communes qui vont élaborer un plan de développement communal réaliste, calqué sur les orientations du gouvernement. Ouais. Ces communes-là, dans 5 ans, dans 6 ans, vous allez voir que leur image sera totalement améliorée et une économie locale va émerger. Donc, il y a un travail, le tout pour le gouvernement n'est pas de mettre en place les ressources humaines, le financement, mais de veiller à ce qu'il y ait une planification réaliste, une planification dynamique, une planification à laquelle participent vraiment les citoyens et une planification avec des indicateurs que même les citoyens peuvent renseigner pour voir si les résultats sont atteints. Donc, je pense que, vous savez, moi j'étais à une session du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA à Abidjan. Ils ont salué la réforme. La réforme actuelle. Au Bénin. Le président a dit que vraiment, c'est ce que tous les acteurs souhaitent dans leur pays. Que l'État puisse améliorer le statut des élus, pas des maires seulement, mais des adjoints, des chefs d'arrondissement, même des chefs quartiers et villages, qu'on puisse mettre le matériel roulant à leur disposition, qu'on puisse promettre un financement adéquat aux collectivités territoriales. C'est le problème en Afrique, dans tous les pays. Et si le gouvernement véritablement règle cette question de financement, parce que les ressources humaines aujourd'hui, si les secrétaires exécutifs arrivent à motiver le personnel qui est là, à avoir une idée claire de ce qui leur manque comme ressources humaines, et à commencer par faire le plaidoyer auprès du gouvernement, et que les ressources arrivent, même si on atteint 100 milliards de transferts aux collectivités territoriales par an, avant d'envisager une augmentation, je suis sûr que dans 5 ans, le visage des 77 communes va changer. Alors, M. Kinevo, quelles sont les autres grandes lignes de cette réforme structurelle? Alors, c'est vrai que cette réforme structurelle, donc, on a parlé des secrétaires exécutifs, là où les dents grincent un peu. On a parlé du fonds d'investissement communal, qui est quand même une réforme majeure, une innovation majeure, parce que avant on avait le FADEC, mais qui n'avait pas vocation à aller sur le marché financier. Et donc, les communes qui trouvaient des dérogations pour aller sur le marché financier, c'était pas dans la transparence. Donc, aujourd'hui, le fonds d'investissement communal a vocation, quand il sera installé, d'aller sur le marché financier. Donc, ça, c'est important. Mais ce que je souhaite, c'est que ce fonds-là ne puisse pas s'éloigner du modèle du FADEC. Que ce fonds puisse maintenir sa composition paritaire, élue administration centrale, et que ce fonds-là n'ait pas vocation à se substituer aux collectivités territoriales, mais à leur transférer des ressources. En plus de ça, il y a une réforme, un volet important de la réforme, qui est au niveau de la tutelle. Avant, le préfet a le pouvoir d'annuler les actes des autorités communales. Aujourd'hui, la réforme veut que le préfet envoie l'acte querellé au niveau du juge administratif et que ce soit un juge qui décide d'annuler ou pas. Maintenant, ça, c'est une bonne réforme. C'est une bonne réforme. Elle évite aussi la question politique. On a mis une limite en disant, sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Bon, les préfets peuvent arguer de trouble à l'ordre public pour véritablement annuler des actes. Maintenant, sur les autres volets... Alors, sur la coopération, par exemple, il n'y a pas eu de réforme? Est-ce que les maires, aujourd'hui, sont libres d'aller dans des jumelages? Oui, c'est même, si vous prenez les compétences propres que le Code a laissées aux maires, il y a la coopération décentralisée dedans. C'est pour les maires, il y a la police administrative aussi, l'état civil. Ces compétences-là sont des compétences propres du maire. Donc, le maire continue de gérer la coopération décentralisée. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on puisse élaborer
un plan stratégique de coopération décentralisée. Qu'on puisse se fixer des objectifs. Si un partenaire ne rentre pas dans ces objectifs, autant ne pas aller. Parce qu'au Sénégal, je crois que c'est ce qu'ils ont fini par faire. On ne va pas en coopération décentralisée, en jumelage, pour que les bancs, les mobiliers cassés d'Europe, on les envoie ici comme si l'Afrique était un dépotoir. Non, on va en coopération décentralisée avec ce que nous avons à donner aux autres et nous recevons ce qu'ils... Un peu d'égal à égal. Donc c'est d'égal à égal et donnant-donnant. Ok. Hein? Même si c'est culturel. Mais souvent, vous savez, M. Kinevo, que c'est nous qui tendons le plus là, mais oui, c'est comme si on n'avait rien à donner. Mais c'est parce que nous ignorons la richesse de nos collectivités territoriales, la richesse de notre pays. Parce que sur le plan culturel, vous voyez les œuvres qui sont revenues. Mais que ce soit Cotonou, Ouida ou Abomey, la destination finale, on peut faire des partenariats décentralisés autour de ces œuvres-là. On a des potentialités touristiques, culturelles, qu'on peut valoriser. Vous savez, ce qui manque aujourd'hui en Occident, c'est pas l'argent. Nous n'avons pas vocation à donner de l'argent à l'Occident. Mais la vie culturelle, si vous allez en Europe et que vous portez nos habits colorés ici, tout le monde vous regarde. Si les gens vous connaissent, ils vont vous dire, mais vous avez acheté ça où, etc. Vos amis vous demandent de leur trouver ces genres de tissus parce qu'ils sont toujours dans des costumes bleus, couleurs unies, oui, etc. Mais quand on débarque avec nos multicouleurs, on met de la vie dans leur environnement. Il y a beaucoup de choses que l'Afrique peut offrir à ses partenaires. Donc, en fait, nos communes ne profitent pas encore suffisamment de leur potentialité. On ne soumet pas des dossiers qui sont dans la vision de développement de la commune. Quand nous faisons notre PDC, nous avons un volet où nous pouvons réaliser avec des partenaires étrangers, des villes, des communes, des organisations, des collectivités territoriales. Donc, c'est dans cette démarche que moi, j'entrevois la coopération décentralisée. Donc, il faut réformer la coopération décentralisée. Lorsque vous êtes en coopération décentralisée, en jumelage avec une ville, les associations de développement, il faut les mettre dans le paquetage. Les jeunes, les organisations de jeunes, il faut les mettre dedans. Les acteurs culturels de la commune, les acteurs sportifs, il faut les mettre dedans. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas ça, parce qu'on n'a pas une vision claire de la coopération décentralisée et on ne travaille pas nos dossiers. Parce que tout est question d'une vision des objectifs généraux, des objectifs spécifiques, des activités précises, des résultats, tout ça là. Il faut faire un document. Donc, il faut avoir un dossier clair de ce que la coopération décentralisée doit être pour une commune. Et moi, j'exhorte les maires qui ont cette compétence-là, qui ont qui sont habilités à exercer cette compétence, à élaborer un plan stratégique de coopération décentralisée et à faire un document de base. Et ce document-là permet, lorsque vous rendez visite à un maire en Occident et autres, ça vous permet de ne pas parler en air. D'accord. Alors, le gouvernement, il y a quelques semaines, a décidé désormais que, même si c'est progressif, que les communes aient toutes la police municipale, par exemple. Monsieur Kinevo, vous avez suivi cette actualité. Est-ce que nos communes aujourd'hui sont en mesure d'entretenir une police municipale? Vous savez, la police municipale est à la taille de la commune. Disons, Ségouana ne peut pas avoir une police municipale comme Cotonou. Il faut que nous ayons une idée précise du rôle de la police municipale. C'est d'abord un rôle d'éducation. C'est un rôle d'éducation, pardon. C'est un rôle de proximité. Parce que, justement, les questions de sécurité, c'est vrai que la police républicaine fait des efforts pour aller vers une police communautaire, une police de proximité,
Mais la vraie proximité, c'est la police municipale. Parce que dans la police communautaire, il y a un volet important. C'est être avec les communautés en anticipation aux infractions, c'est-à-dire déployer les agents de police au niveau des communautés pour discuter, pour leur montrer que si telle situation évoluait, ça allait conduire à tel et autre. Donc, travailler ensemble. Il y a une police de répression, une police qui verbalise, mais il y a une police qui éduque aussi. Donc, la police municipale, c'est une police qui permet au maire de mettre en œuvre sa politique de sécurité, mais pas forcément dans un sens de répression d'abord, mais dans un sens d'éducation des citoyens, mais d'expliquer aux gens comment... Est-ce que les ressources existent pour les communes pour y arriver? En fait, c'est là ma question, parce que ça demande aussi des moyens financiers. Non, c'est-à-dire, je pense qu'il aura, comme c'est le cas aujourd'hui, un partenariat entre l'État et les communes. La ville de Cotonou, les policiers municipaux de Cotonou ont été formés par la police républicaine. Et d'ailleurs, la réforme veut que désormais les patrons des polices municipales soient des officiers de la police républicaine. C'est ça qui permet, vous savez, il y a un défi de territorialisation de la sécurité publique. Lorsque vous mettez en place les stratégies au niveau national, il faudrait que chaque autorité policière et locale se mettent ensemble pour définir les objectifs sécuritaires au niveau de la commune. Et ce travail-là, je sais qu'au niveau de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, il y a un travail qui se fait là, à travers les plans locaux de sécurité. Aujourd'hui, le Bénin fait face à un extrémisme violent, pas comme les autres pays, mais la police municipale, comme outil de développement local, peut être une solution parmi tant d'autres. D'accord. Donc, je pense fondamentalement que la question de la police municipale a été brouillée au début de la décentralisation parce que on a dit, oui, c'est les opposants qui avaient gagné les grandes villes. Si on leur laissait une police municipale, elle sera transformée en milice, d'accord, etc. Aujourd'hui, on a dépassé ce débat. Ma dernière question maintenant, je vois que le temps est suffisamment parti. Ma dernière question, Franck Inevo, 2023, ça fait carrément 20 ans que nous expérimentons la décentralisation. Malgré tout, toutes les compétences n'ont jamais été transférées aux communes. Est-ce que vous pensez que ça va arriver un jour que l'État central transfère toutes les compétences prévues par la loi aux communes? Oui, la question du transfert des compétences est liée au transfert des ressources. Si les communes disposent des ressources, rien ne les empêche. Et aussi à la compétence politique du maire. Vous n'allez pas nous dire que c'est pas important, ça? Non, c'était important. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, ce que les gens ont oublié par le passé et que j'ai l'habitude de leur rappeler, c'est que le maire, il est autorité locale, mais il est aussi représentant de l'État. Donc, entre un maire, quel que soit son bord politique, et le gouvernement, il doit avoir collaboration. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si l'État met en place véritablement un transfert adéquat des ressources aux communes, de l'ordre de 100 milliards chaque année, 200 milliards dans 2 ans, dans 3 ans, je pense que les communes vont véritablement exécuter et exercer les compétences. Les compétences, la loi les a déjà transférées aux communes. Donc les communes, c'est comme avoir des radios et des télévisions au niveau municipal. Cotonou vient d'avoir sa radio. C'est une compétence que la loi a intégralement donnée aux collectivités territoriales à statut particulier. Donc si demain, Porte-Novo en a les moyens, Porte-Novo va exercer cette compétence. C'est Calavier en a les moyens. Calavier, Parakou, et ces communes vont exercer ces compétences. C'est comme les pistes rurales. Il y a des pistes rurales que les communes veulent bien entretenir, mais n'ont pas les ressources. D'accord.
Votre conclusion maintenant, monsieur. Donc, je pense qu'après 20 ans, Oui. on peut estimer que la décentralisation a pris un nouveau départ. Ce n'est pas le nouveau départ du gouvernement, Oui. mais c'est un autre Niveau des départ des communes, parce que justement, les problèmes qui ont été diagnostiqués depuis 2006, ces problèmes-là commencent pas à avoir des solutions appropriées. Et je pense qu'il est aujourd'hui de la responsabilité des maires, des élus, des cadres qui ont été envoyés dans les communes et qui sont désormais des agents des communes. Il faudrait plus qu'on les regarde comme des envoyés du gouvernement. Non, ces cadres-là sont des agents des communes aujourd'hui. Il faudrait que cette équipe travaille dans une vision réaliste. Les objectifs sont clairs. On mène des activités pour atteindre les résultats attendus. Et c'est sur cette base qu'on évalue l'administration. Et si on travaille comme ça, dans une planification réaliste, moi j'ai été content quand le gouvernement a fait le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Et à l'évaluation, on a vu que c'est une très bonne réalisation, un niveau de réalisation acceptable. Il faut que les communes s'inspirent de ça et que les communes élaborent des PDC lisibles, pas des documents de 300 pages. Non, il faut un travail de lisibilité, des objectifs précis et que chaque année, aujourd'hui, on a les débats d'orientation budgétaire dans la commune, on a l'élaboration du budget, on a le plan annuel d'investissement, le plan de travail annuel, que ces outils-là nous donnent des indicateurs que même le citoyen qui est dehors peut suivre et vous verrez que la décentralisation ne ment pas. Les gens disent que la terre ne ment pas. Mais moi, je dis que la décentralisation, quand les conditions sont réunies, ça ne ment pas. Ça génère toujours le développement et la démocratie. Ça, c'est votre conclusion, mais encore faudrait-il, je le dis rapidement, que les maires que nous élisons soient compétents à un niveau acceptable, un niveau appréciable pour pouvoir évaluer les investissements, les risques et que, bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut qu'ils soient des cadres compétents. Ça sera un autre débat. Oui, ça va être un autre débat, totalement un autre débat. Merci beaucoup, M. Franck Kinevo. C'est moi. Je rappelle que vous êtes expert en communication et en gouvernance et que vous travaillez depuis des années dans le secteur de la décentralisation. Vous avez acquis des expériences ça et là. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes l'invité de cette émission dans le cadre de ces 20 ans de la décentralisation. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de EDEN Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Avec plaisir, je vous retrouverai dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche.